Le château de Malmaison brillait sous le soleil de septembre. 300 invités en tenues élégantes se pressaient dans les jardins à la française pour célébrer le mariage de Camille Beaumont. Michel observait cette perfection depuis le parking, ajustant sa robe noire simple, la seule qu'elle possédait pour les grandes occasions. À 32 ans, elle avait l'habitude des regards en coin, des sourires forcés, des présentations embarrassées. Voici Michel, la demi-sœur de Camille. Le mot bâtard n'était jamais prononcé, mais il flottait toujours dans l'air comme une odeur tenace. Elle franchit les grilles dorées, son invitation froissée à la main. Assistante sociale dans un quartier difficile de Rouen, Michel gagnait en un mois ce que Camille dépensait en chaussures. Pourtant, elle était venue, par respect pour sa grand-mère disparue, qu'il avait toujours aimée malgré tout. La cérémonie se déroula sans incident. Michel resta au fond de la chapelle, invisible parmi les invités de dernière importance. C'est lors du cocktail que tout bascula. Un serveur élégant l'aborda avec un sourire commercial. « Mademoiselle Michel, votre table vous attend. » Il la guida vers une table isolée près des cuisines, loin de l'action. Michel s'approcha et découvrit son marque-place. Les lettres dorées semblaient la narguer. Éternel célibataire, bâtard. Un silence de mort s'abattit autour d'elle. Puis les rires éclatèrent, d'abord étouffés, puis francs et cruels. Les invités sortirent leur téléphone, immortalisant l'humiliation. Camille apparut dans sa robe de princesse, rayonnante de bonheur mauvais. « Oh là là, ne riez pas trop fort, la jolie pourrait pleurer. Elle pourrait pleurer. » Sa voix cristalline porta dans tout le jardin. 300 paires d'yeux fixaient Michel, attendant sa réaction. Certains ricanaient, d'autres affichaient une gêne hypocrite. Michel resta immobile, le marque-place entre les mains. 32 ans de petites humiliations, de portes fermées, de « ce n'est pas ta place », venèrent de culminer en cet instant public et définitif. Calmement, elle sortit son téléphone. Ses doigts ne tremblaient pas. « Maître le maire, c'est Michel. Je suis prête. Lancez la procédure. » Elle raccrocha et posa son regard sur l'assemblée maintenant silencieuse. Camille avait perdu son sourire. « Merci pour cette soirée mémorable, » dit Michel d'une voix claire. « Elle restera dans les annales. » Elle glissa le marque-place dans son sac et quitta la réception sans se retourner. Derrière elle, les murmures reprenaient, inquiets cette fois. Dans sa Clio fatiguée, Michel démarra en regardant une dernière fois le château illuminé. 20 ans qu'elle attendait ce moment. 20 ans qu'elle gardait précieusement les preuves qui allaient faire trembler cette famille parfaite sur ses fondations. La guerre venait de commencer. 20 ans plus tôt, octobre 2004. Michel avait 12 ans le jour où sa vie bascula. Sa mère venait de mourir d'un cancer foudroyant, laissant derrière elle une gamine perdue et un silence pesant dans leur petit appartement de Rouen. Le père de Michel, Monsieur Henri Beaumont, comme elle devait l'appeler, était venu aux funérailles en costume sombre, accompagné de sa vraie famille. Il avait posé une main froide sur l'épaule de Michel et murmuré des condoléances de circonstance avant de repartir vers sa vie dorée. 3 jours après l'enterrement, Michel fouillait le grenier à la recherche de souvenirs de sa mère. C'est là, derrière une poutre vermoulue, qu'elle découvrit la boîte en métal qui allait changer sa destinée. À l'intérieur, des lettres jaunies à l'entête du cabinet d'avocat de son grand-père maternel. Michel déchiffra laborieusement les mots compliqués. Le testament de sa grand-mère paternelle, Marguerite Beaumont, était formel. « Je lègue 40% de mes biens à mes petits-enfants, légitimes ou naturels, à parts égales. » Michel n'était pas qu'une bâtarde tolérée. Elle était héritière. Mais ce n'était pas tout. Une chemise cartonnée contenait des photocopies de relevés bancaires, prouvant que Henri Beaumont versait secrètement une pension à sa mère, non par générosité, mais par obligation légale, suite à une reconnaissance de paternité tardive. Le document le plus troublant était une lettre manuscrite de sa mère, datée de quelques semaines avant sa mort. D'une écriture tremblante, elle racontait la visite de Henri à l'hôpital. Il est venu avec des papiers. Il disait que si je signais, Michel serait prise en charge pour ses études. J'étais si faible, si fatiguée. J'ai signé sans lire. Maintenant je comprends. J'ai renoncé au droit de Michel sur l'héritage de sa grand-mère. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Michel relut la lettre 10 fois, les mains tremblantes.
Son père avait profité de l'agonie de sa mère pour la faire chanter. Un document de renonciation signé sous contrainte par une mourante terrifiée pour l'avenir de sa fille. Dans le fond de la boîte, une dernière surprise. Une photo de sa grand-mère Marguerite tenant un bébé dans ses bras. Au dos, cette inscription. Avec ma petite fille Michelle, 1992. Elle a les yeux de la famille. Sa grand-mère la connaissait. Sa grand-mère l'aimait. Les années suivantes, Michelle grandit avec ce secret lourd comme une pierre. Elle excellait à l'école, travaillait dur, économisait chaque euro. Elle consultait discrètement des sites juridiques, apprenait le droit des successions, comprenait peu à peu l'ampleur de ce qui lui avait été volé. À 18 ans, elle rencontra Maître Lemaire lors d'une consultation gratuite pour étudiants. L'avocat spécialisé en droit des successions examina les documents avec attention. « Mademoiselle, ces pièces sont explosives. La renonciation signée par votre mère peut être annulée pour vice de consentement. Et ce testament, votre grand-mère possédait des biens considérables. » « Combien ?» avait chuchoté Michel. « D'après mes recherches, environ 1,5 million d'euros en 2000. Avec les intérêts et la valorisation immobilière, nous parlons de plus de 2 millions aujourd'hui. » Michel avait encaissé le choc en silence. 40% de 2 millions. Elle avait été dépouillée de 800 000 euros. « Pourquoi attendre ?» avait demandé Maître Lemaire. « Parce qu'il faut que justice soit rendue publiquement, quand le moment sera parfait. » Retour au présent. Septembre 2024. Michel referma la boîte métallique et la reposa dans son coffre bancaire. Demain, ces documents changeraient tout. Elle pensa à Camille, si fière dans sa robe de mariée, si cruelle avec son petit marque-place. Elle ne savait pas encore que l'argent de son mariage de rêve provenait en partie de l'héritage volé à Michel. Bientôt, le monde entier le saurait. Lundi matin, 9 septembre 2024. L'huissier de justice sonna à la porte du manoir Beaumont à exactement 9 heures. Henri Beaumont, encore en robe de chambre de soie, ouvrit avec l'arrogance habituelle de celui qui n'a jamais été inquiété. « Monsieur Henri Beaumont ?» demanda l'homme en costume sombre. « Lui-même. Que me voulez-vous ? Assignation en justice. Vous avez 15 jours pour répondre. » Henri parcourut le document d'un œil distrait, puis son visage se décomposa. Les mots dansèrent devant ses yeux. Reconnaissance de paternité. Annulation pour vice de consentement. Restitution d'héritage. Extorsion sous contrainte. Au salon, Camille prenait son petit déjeuner en feuilletant les photos de son mariage quand son père fit irruption, l'assignation froissée dans ses mains tremblantes. « Cette petite garce nous attaque !» Camille leva les yeux, agacée par cette intrusion dans sa béatitude post-mariage. « De qui tu parles, papa ?»« Michel, elle réclame 800 000 euros d'héritage plus les intérêts. Elle prétend que j'ai fait chanter sa mère mourante. » Le croissant de Camille resta suspendu à mi-chemin de sa bouche. 800 000 euros ? Mais enfin, elle n'a aucun droit. C'est une bâtarde. Henri s'effondra dans un fauteuil, soudain vieilli de 10 ans. Si elle a les documents de ta grand-mère Marguerite... Quel document ? Le testament. Ta grand-mère avait légué 40% de ses biens à tous ses petits-enfants. J'ai fait en sorte que Michel renonce à sa part. Camille posa brutalement sa tasse. Comment ça ? Fait en sorte ? Henri évita son regard. Sa mère était mourante. J'ai profité de sa faiblesse. Je lui ai dit que si elle signait une renonciation, je m'occuperais de l'éducation de Michel. Le silence qui suivit fut glacial. Camille réalisait peu à peu l'ampleur du mensonge sur lequel sa vie dorée était construite. Pendant ce temps, au cabinet Lemaire & Associés, Michel signait les derniers documents de la procédure. Maître Lemaire, un homme de 50 ans aux tempes grisonnantes, relisait attentivement chaque page. « Michel, vous réalisez que cette bataille va être médiatique ? Votre famille ne se laissera pas faire. »« Ce ne sont pas ma famille. Ma famille, c'était ma mère. » L'avocat hocha la tête, impressionné par la détermination froide de sa cliente. « Nous avons un dossier en béton. Le testament original, les relevés bancaires prouvant la pension secrète, et surtout, cette lettre de votre mère décrivant le chantage. Un juge ne pourra pas ignorer de telles preuves. » Michel ferma les yeux un instant. 20 ans d'attente se cristallisaient en cet instant. Combien de temps avant le jugement ? 6 mois minimum.
Mais nous allons commencer par une médiation obligatoire dans 3 semaines. Ils vont tenter de négocier. Il n'y aura pas de négociation. Je veux que le monde entier sache ce qu'ils ont fait. Le soir même, Manoir Beaumont-Henry avait convoqué un conseil de famille d'urgence. Autour de la table d'acajou, 3 générations de Beaumont découvraient l'ampleur de la catastrophe. Maître Rousseau, l'avocat familial, avait étudié le dossier tout l'après-midi. Son diagnostic était sans appel. Henri, nous avons un problème majeur. Si cette jeune femme possède réellement la lettre de sa mère décrivant vos méthodes, nous risquons plus qu'une restitution financière. C'est-à-dire, murmura la mère de Camille, Elisabeth. Extorsion sous contrainte d'une personne vulnérable, c'est du pénal. Henri risque la prison. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Camille regardait son père avec un mélange de dégoût et de terreur. « Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Henri Beaumont, l'homme d'affaires respecté, le pilier de la bourgeoisie normande, s'effondra. J'avais besoin de cet argent pour développer l'entreprise. Je pensais que personne ne découvrirait jamais. Elisabeth se leva brusquement, renversant son verre de vin. Tu as volé l'héritage d'une enfant. Tu as fait chanter une mourante. Pour vous, pour notre mode de vie, pour payer les études de Camille, ses voyages, ce mariage. La gifle d'Elisabeth claqua dans le silence. Henri porta la main à sa joue, mais ne protesta pas. Maître Rousseau tout sauta pour reprendre le contrôle de la situation. Nous devons élaborer une stratégie. Michel Beaumont a choisi l'affrontement public. Elle refuse manifestement toute négociation discrète. « Oh, qu'est-ce qu'elle veut ?» demanda Camille d'une voix blanche. « La justice. Et elle va l'obtenir. » Le lendemain matin, le téléphone de Michel sonna à 8 heures précises. Thomas Mercier, journaliste au Figaro, avait eu vent de l'affaire par ses contacts au palais de justice. « Mademoiselle, accepteriez-vous de témoigner sur cette affaire qui secoue le milieu des affaires normands ?» Michel sourit pour la première fois depuis des semaines. « Avec plaisir. Il est temps que la vérité éclate. » La guerre était déclarée. Et cette fois, Michel avait toutes les armes. Dans son bureau, Henri Beaumont regardait par la fenêtre les jardins parfaits de son manoir, comprenant qu'il risquait de tout perdre à cause d'un mensonge vieux de 20 ans. L'empire familial vacillait sur ses fondations pourries. L'article de Thomas Mercier dans le Figaro fit l'effet d'une bombe. En une de la section économique, le titre cinglant s'étalait. Un homme d'affaires normand, accusé d'avoir extorqué l'héritage de sa fille illégitime. Henri Beaumont découvrit l'article en même temps que ses clients, ses partenaires d'affaires et tout le gratin normand. Son téléphone explosa dès 8 heures du matin. À son bureau des services sociaux de Rouen, Michel ressentit immédiatement les conséquences. Sa directrice, Madame Ferrand, l'appela dans son bureau avec un visage fermé. « Michel, je vais être direct. Le conseil municipal nous met la pression. Monsieur Beaumont a des relations importantes dans cette ville. Qu'est-ce que ça signifie ? Votre arrêt maladie va être prolongé, le temps que les choses se calment. » Michel encaissa le coup. Elle s'y attendait, mais la réalité de perdre son salaire en pleine bataille juridique la frappa violemment. « Combien de temps ? » ?»« Le temps nécessaire. Je suis désolée, Michel. Vraiment. » En sortant du bâtiment avec son carton d'affaires personnel, Michel croisa plusieurs collègues qui détournèrent le regard. Seule Sarah, son amie la plus proche, osa l'approcher. « Tu es sûre de ce que tu fais ? Les Beaumont ont des moyens énormes. » Justement, il est temps qu'ils paient. Le même jour, 14h30, Manoir Beaumont-Henry n'était plus l'homme élégant et sûr de lui d'une semaine plus tôt. Les rides s'étaient creusées, ses cheveux parfaitement coiffés étaient ébouriffés. Il faisait les 100 pas dans son bureau, téléphone vissé à l'oreille. « Vous me trouvez tout ce que vous pouvez sur cette fille, sa vie privée, ses finances, ses relations. Il faut qu'on puisse la discréditer. » Son détective privé, Monsieur Valin, prenait des notes méthodiquement. « Monsieur Beaumont, je dois vous prévenir. Cette jeune femme mène une vie irréprochable. Assistante sociale dévouée, pas de casier judiciaire, économe. Tout le monde a des secrets, trouvez-les. » Camille entra sans frapper, tenant son téléphone comme une arme. « Papa, tu as vu ? On parle de nous sur tous les réseaux sociaux. Mes amis me demandent si c'est vrai que tu as volé l'argent d'un bébé. » Henri leva les yeux au ciel, exaspéré par le drame de sa fille.
Camille, ressaisis-toi, nous nous battons pour notre survie. Notre survie? C'est toi qui as créé ce désastre. Elle lui jeta son téléphone. L'écran affichait un commentaire particulièrement venimeux. Les riches qui volent les pauvres, ça ne m'étonne même plus. Henri ramassa l'appareil et découvrit des centaines de commentaires similaires. L'opinion publique avait tranché. Il était le méchant de l'histoire. Le soir même, chez Michel, Thomas Mercier sonna à la porte de Michel à 19h précise. Le journaliste de 35 ans avait un regard intelligent et une prestance naturelle qui rassura immédiatement Michel. « Merci de m'avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Votre article a libéré la parole. » Ils s'installèrent dans le petit salon de Michel. Thomas remarqua la simplicité du mobilier, si différente du luxe ostentatoire des Beaumont. « Racontez-moi votre version des faits. » Michel lui narra son enfance dans l'ombre, les humiliations répétées, la découverte des documents. Thomas l'écoutait attentivement, prenait quelques notes, mais surtout observait cette femme qui affrontait seule une famille puissante. « Vous n'avez pas peur des représailles ? J'ai eu peur toute ma vie. Maintenant, c'est fini. » Thomas sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Cette détermination tranquille, cette dignité face à l'adversité, l'émouvait profondément. « Je peux vous poser une question personnelle ? Qu'est-ce qui vous a donné le courage de vous lancer dans cette bataille ?» Michel réfléchit un instant. « Ma mère. Elle est morte en s'excusant de ne pas avoir su me protéger. J'ai compris que si je ne me battais pas pour moi, personne ne le ferait. » Vendredi 13 septembre, cabinet Lemaire. Maître Lemaire accueillit Michel avec des nouvelles inquiétantes. Ils contre-attaquent. Leurs avocats contestent l'authenticité des documents, prétendent que la signature de votre mère a été falsifiée. Michel blêmit. « C'est possible ? » « Non, nous avons fait expertiser l'écriture. Mais ils vont traîner la procédure, la compliquer, espérer vous épuiser financièrement. Combien ça va coûter ? Au minimum 15 000 €. Peut-être le double si ça traîne. » Michel ferma les yeux. Toutes ces économies y passeraient. Et si je perds ? Vous ne perdrez pas. Mais le chemin sera long et douloureux. En sortant du cabinet, Michel croisa une femme élégante d'une 60aine d'années qui l'attendait près de sa voiture. Elle se présenta avec un sourire triste. « Je suis Madame Dubois. Je soignais votre mère à l'hôpital. » Le cœur de Michel s'emballa. « Vous étiez son infirmière ? » ?»« Oui. Et j'ai été témoin de la visite de votre père. Ce qu'il a fait ce jour-là, ça me hante depuis 20 ans. » Michel sentit les larmes monter. « Vous accepteriez de témoigner ? C'est pour ça que je suis venu. Il est temps que justice soit rendue. » Pour la première fois depuis le début de cette guerre, Michel ne se sentait plus seul. Elle avait un allié de poids, un témoin direct du chantage de Henri Beaumont. La bataille entrait dans une nouvelle phase, plus violente encore. Mardi 24 septembre 2024, 2 semaines après le scandale. Michel regardait son compte bancaire avec une boule dans l'estomac. 3 000 €. C'est tout ce qui lui restait, après avoir payé les premiers frais d'avocat. Sans salaire depuis 2 semaines, elle avait dû puiser dans ses maigres économies pour survivre. Elle se leva de son ordinateur et observa son reflet dans le miroir de sa salle de bain. Elle avait perdu 7 kilos, ses joues s'étaient creusées, des cernes violacées soulignaient ses yeux. Le stress la dévorait de l'intérieur. Son téléphone vibra. « Thomas, comment ça va aujourd'hui ?»« Ça va », mentit-elle. Depuis leur première rencontre, le journaliste appelait chaque jour, sous prétexte de suivre l'évolution de l'affaire. Mais Michel sentait bien que ses préoccupations dépassèrent le cadre professionnel. « J'aimerais vous inviter à déjeuner. Vous devez sortir de chez vous. Thomas, je ne peux pas me permettre de restaurant en ce moment. C'est moi qui invite, pas de discussion. » Michel hésita. Elle n'avait pas envie de charité, mais la perspective de passer une nouvelle journée seule dans son appartement l'angoissait. « D'accord, mais quelque chose de simple. » 1 heure plus tard, ils étaient installés dans une brasserie discrète du centre-ville. Thomas observait Michel picorer sa salade, remarquant sa maigreur inquiétante. « Vous mangez vraiment comme un oiseau. Je n'ai plus beaucoup d'appétit ces temps-ci. » Il posa sa fourchette et la regarda droit dans les yeux. « Michel, pourquoi vous infligez-vous ça ? Vous pourriez accepter un arrangement à l'amiable, toucher une partie de l'héritage et reprendre une vie normale. » Michel secoua la tête avec fermeté. « Une vie normale ?
Vous croyez que je peux faire semblant que rien ne s'est passé? Ma mère est morte en s'excusant de ne pas m'avoir protégée. Je lui dois la vérité. Thomas admira cette détermination, même si elle l'inquiétait. Cette femme était en train de se détruire pour un principe. Et si vous perdiez tout dans cette bataille? J'aurais au moins essayé. Le même soir, Manoir Beaumont, Henri Beaumont, recevait le rapport de son détective privé. Monsieur Valin avait épluché la vie de Michel sous toutes les coutures sans rien trouver de compromettant. Cette femme est d'une probité exemplaire, monsieur Beaumont. Pas de dette, pas d'addiction, pas de relations douteuses. Elle vit comme une nonne. Henri froissa le rapport avec rage. Il faut pourtant qu'on trouve quelque chose. Elle est en train de détruire 40 ans de réputation. Camille entra dans le bureau, les yeux rougis par les larmes. Papa, Alexandre veut annuler notre voyage de noces. Il dit que ses parents sont gênés par le scandale. Henri regarda sa fille, si fragile soudain, et réalisa l'ampleur des dégâts collatéraux. Camille payait pour ses erreurs passées. Ma chérie, tout va s'arranger. Nous allons trouver une solution. Laquelle? Michel ne négociera jamais. Tu as vu son interview? Elle veut ta peau. Henri s'effondra dans son fauteuil. Pour la première fois depuis le début de cette crise, il entrevoyait la possibilité de la défaite. Mercredi 25 septembre, cabinet Lemaire. Maître Lemaire accueillit Michel avec des nouvelles préoccupantes. Il traîne les pieds sur tous les fronts. Contestation d'expertise, demande de contre-expertise, report d'audience. Ils espèrent vous épuiser. Michel sentit le piège se refermer sur elle. Combien de temps encore? Au minimum 6 mois, peut-être 1 an. Et combien d'argent? L'avocat hésita avant de répondre. 25 000 € au minimum. Michel encaissa le choc en silence. Elle n'avait pas cette somme, pas même le 10e. Michel, je peux vous proposer un paiement échelonné, mais vous avez d'autres clients qui perdent comptant. Maître Lemaire hocha tristement la tête. Je comprends. En sortant du cabinet, Michel avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle n'avait pas les moyens de mener cette bataille jusqu'au bout. Henri Beaumont le savait et comptait là-dessus. Elle s'assit sur un banc public et pleura pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Toute sa détermination s'effritait face à la réalité brutale. La justice avait un prix qu'elle ne pouvait pas payer. Son téléphone sonna. Thomas. « Michel, ça va? Vous avez une drôle de voix. »« Ça va, » mentit-elle encore, essuyant ses larmes. Mais cette fois, Thomas n'était pas dupe. Il entendait la détresse dans sa voix, et quelque chose se serra dans sa poitrine. « Je viens vous chercher. Nous devons parler. »« Non, Thomas, ça va vraiment. J'arrive. » 20 minutes plus tard, il était là. En voyant son visage défait, ses yeux rougis, il comprit que Michel était au bout du rouleau. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, elle n'était plus sûre de pouvoir la gagner. Thomas retrouva Michel sur le banc, où il l'avait laissé la veille. Elle n'avait visiblement pas beaucoup dormi, mais quelque chose avait changé dans son regard. Une nouvelle détermination y brillait. « J'ai pris une décision », dit-elle sans préambule. Thomas s'assit à côté d'elle, inquiet. « Je ne vais pas abandonner. Peu importe le prix. Michel, soyez raisonnable. Vous n'avez plus les moyens de... » « Si, j'ai un moyen. Je vais vendre mon appartement. » Thomas resta sans voix. Cet appartement était tout ce qu'elle possédait, son seul refuge. « Vous ne pouvez pas faire ça. Et où vivrez-vous? » « Je trouverai. L'important, c'est que ma mère ait justice. » À cet instant précis, Thomas réalisa qu'il était tombé amoureux de cette femme extraordinaire. Sa force, sa détermination, son refus d'abandonner face à l'adversité le bouleversaient. « Michel, laissez-moi vous aider financièrement. » Elle secoua vigoureusement la tête. « Non, c'est mon combat. Pas seulement, votre histoire a touché des milliers de personnes. Mon journal reçoit des dizaines de lettres de soutien chaque jour. » Michel le regarda avec surprise. « Vraiment ?» Thomas sortit son téléphone et lui montra les commentaires sur l'article en ligne. Des centaines de messages encourageants, de témoignages similaires, d'expressions de solidarité. « Vous représentez tous ceux qui ont été écrasés par plus puissants qu'eux. Vous n'êtes plus seul. » Le même jour, 15h30, cabinet médical du docteur Roussel Madame Dubois, l'ancienne infirmière, terminait sa déposition officielle devant l'expert judiciaire.
Ses mains tremblaient légèrement en signant le document, mais sa voix était ferme. « J'ai attendu 20 ans pour avoir le courage de parler. Cette jeune fille mérite la vérité. » Maître Lemaire l'accompagnait, impressionné par la précision de son témoignage. « Madame Dubois, vous rendez-vous compte que votre témoignage peut faire basculer l'affaire ? C'est exactement pour ça que je le fais. Ce jour-là, à l'hôpital, j'ai vu un homme profiter de la détresse d'une mourante. Ça m'a rendu malade. » L'expert prit des notes minutieusement. « Pouvez-vous décrire précisément la scène ? » Monsieur Beaumont est arrivé avec des papiers. Il a dit à Madame Michel, la mère, que si elle ne signait pas, sa fille n'aurait rien pour ses études. La pauvre femme était terrifiée à l'idée de laisser son enfant dans la misère. Madame Dubois marqua une pause, émue par ses propres souvenirs. Elle m'a demandé de rester près d'elle pendant qu'elle signait. Elle pleurait. Elle répétait « Je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix ». 16 heures, manoir Beaumont. Henri Beaumont raccrocha violemment son téléphone. Son avocat venait de l'informer du témoignage de Madame Dubois. « Cette infirmière va nous détruire », marmonna-t-il en se servant un whisky malgré l'heure matinale. Camille entra dans le bureau, tenant une lettre à la main. « Papa, l'expert comptable de grand-maman vient de m'envoyer ça. » Henri parcourut rapidement le document et blêmit. Monsieur Laurent, l'ancien comptable de sa mère, acceptait de témoigner sur les irrégularités qu'il avait constatées lors du règlement de la succession. « Il a gardé des copies de tout, papa. Les vrais comptes, les transferts d'argent, tout. » Henri s'effondra dans son fauteuil. 2 témoins. 2 preuves accablantes de sa malhonnêteté. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ils sortent tous du bois maintenant ? Camille posa la lettre sur le bureau et regarda son père avec un mélange de pitié et de colère. Parce qu'ils ont enfin trouvé quelqu'un d'assez courageuse pour les soutenir. Le soir même, chez Michel Thomas avait insisté pour lui apporter un repas. Michel avait fini par accepter, touché par sa constance et sa gentillesse. Il dînait dans le petit salon quand Maître Lemaire appela avec des nouvelles extraordinaires. « Michel, nous avons un 2e témoin. L'expert comptable de votre grand-mère accepte de témoigner sur les détournements de votre père. » Michel sentit ses jambes se dérober. Elle s'assit lourdement sur son canapé. « Vous êtes sûr ? » ?»« Certain. Monsieur Laurent a gardé des copies de tous les documents comptables. Il peut prouver que votre père a détourné votre héritage vers ses comptes personnels. » Après avoir raccroché, Michel resta silencieuse un long moment. Thomas respecta ce silence, comprenant qu'elle assimilait cette nouvelle inespérée. « Je n'y croyais plus, » murmura-t-elle finalement. « Moi, si. Je n'ai jamais douté que vous gagneriez. » Elle le regarda avec reconnaissance. « Pourquoi vous m'aidez autant, Thomas ?» Il prit sa main dans la sienne, geste simple mais chargé de sens. « Parce que vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Et parce que... » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Parce que je tiens à vous. » Pour la première fois depuis des semaines, Michel sourit vraiment. Au moment où elle touchait au but de sa quête de justice, elle réalisait qu'elle avait peut-être trouvé quelque chose d'encore plus précieux, l'amour. L'étau se resserrait sur Henri Beaumont, et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. Le palais de justice de Rouen n'avait pas connu une telle affluence médiatique depuis des années. Des journalistes de toute la France s'étaient déplacés pour assister au jugement de l'affaire Beaumont contre Michel. Dans la salle d'audience bondée, Michel était assise au premier rang, encadrée par Maître Lemaire et Thomas. 8 mois de bataille l'avaient changée. Plus mince mais plus forte, elle dégageait une sérénité nouvelle malgré l'enjeu de cette journée. De l'autre côté, Henri Beaumont paraissait avoir vieilli de 10 ans. Ses cheveux avaient blanchi, son costume flottait sur son corps amaigri. À ses côtés, Camille tenait sa main, geste de soutien qui n'échappa à personne. Le juge Moreau, aucun lien de parenté avec les protagonistes, prit la parole d'une voix claire. L'affaire oppose Mademoiselle Michel à Monsieur Henri Beaumont concernant un héritage de 800 000 €, détourné présumément en 2004. Les témoignages se succédèrent. Madame Dubois raconta avec émotion la scène de chantage à l'hôpital. Monsieur Laurent présenta méthodiquement les preuves comptables du détournement. Chaque intervention enfonçait un peu plus Henri Beaumont. Quand vint le tour de Michel de témoigner, un silence respectueux s'abattit sur l'assistance. Elle parla avec simplicité de son enfance dans l'ombre, des humiliations répétées, de sa mère morte,
en s'excusant. « Je ne réclame pas seulement l'argent, monsieur le juge. Je réclame la reconnaissance que j'existe, que j'ai des droits, que ma mère n'est pas morte pour rien. » Même les journalistes les plus endurcis furent émus par cette déclaration d'une dignité bouleversante. Henri Beaumont témoigna à son tour, tentant de justifier l'injustifiable. Il parla de malentendus, de bonne foi, de protection de la famille, mais face aux preuves accablantes, ses explications sonnaient creux. Le verdict tomba à 16 heures précises. La Cour reconnaît les droits héréditaires de mademoiselle Michel sur la succession de sa grand-mère paternelle. Monsieur Beaumont est condamné à lui verser la somme de 800 000 €, plus les intérêts de retard, soit 1 100 000 € au total. Un murmure parcourut l'assistance. Michel ferma les yeux, submergé par l'émotion. Mais le juge n'avait pas terminé. Concernant les poursuites pénales pour extorsion, la Cour retient les circonstances atténuantes et condamne monsieur Beaumont à 2 ans de prison avec sursis et 100 000 € d'amende. Henri Beaumont s'effondra sur sa chaise. Pas de prison ferme, mais son honneur était définitivement perdu. 1 heure plus tard, sur les marches du palais Michel, donnait sa première interview post-victoire, entouré de dizaines de journalistes. Thomas l'observait avec fierté et amour. « Que ressentez-vous après cette victoire ?»« Du soulagement. Ma mère peut enfin reposer en paix. Que comptez-vous faire de cet argent ?» Michel avait longuement réfléchi à cette question pendant les 8 mois de procédure. Créer une fondation d'aide juridique aux enfants non reconnus, pour que d'autres n'aient pas à attendre 20 ans pour obtenir justice. Le soir même, Manoir Beaumont-Henri contemplait les jardins de sa propriété en buvant un whisky. Camille le rejoignit sur la terrasse, tenant une lettre de la banque. « Papa, ils saisissent la maison. Tu n'as pas assez de liquidité pour payer Michel. » Henri hocha la tête sans surprise. Il savait que cette victoire juridique de Michel sonnait le glas de l'empire familial. « Je suis désolée, ma chérie. Tu ne méritais pas ça. » Camille s'assit à côté de son père. Pour la première fois depuis des mois, elle ne lui en voulait plus. Elle voyait juste un vieil homme brisé par ses propres erreurs. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Recommencer. Plus modestement, plus honnêtement. Chez Michel, 22h30. Thomas avait préparé un dîner de célébration dans le nouvel appartement de Michel. Elle avait finalement vendu l'ancien pour payer les frais de justice. Il trinquait au champagne quand elle devint soudain pensive. « Tu sais, je ne ressens pas la satisfaction que j'imaginais. Pourquoi ? Henri Beaumont n'est plus l'homme puissant que je voulais abattre. C'est juste un vieillard ruiné et humilié. Et Camille, elle ne méritait pas de payer pour ses erreurs. » Thomas posa sa main sur la sienne. « C'est ce qui te rend si exceptionnel. Tu es arrivé au bout de ton combat, mais tu as gardé ton humanité. » Michel sourit, réalisant que sa vraie victoire n'était pas l'argent récupéré, mais la femme qu'elle était devenue à travers cette épreuve. La justice avait été rendue, imparfaite, mais réelle. Maintenant, il fallait apprendre à vivre avec cette victoire. Samedi 14 juin 2025, 1 mois après le jugement, Michel se tenait devant la grille du manoir Beaumont, une enveloppe à la main. Après des semaines de réflexion, elle avait pris une décision qui surprendrait tout le monde, y compris Thomas. La propriété était méconnaissable. Les jardins parfaits étaient négligés. Les volets fermés donnaient au château un air de maison abandonnée. Un panneau à vendre pendait tristement près de l'entrée. Camille lui ouvrit personnellement. La jeune femme avait maigri. Ses cheveux tirés en arrière révélaient un visage creusé par les épreuves. Mais elle accueillit Michel avec une politesse distante, sans hostilité. « Michel, je ne m'attendais pas à te voir. Nous devons parler, Camille. » Toutes les deux. Elles s'installèrent dans le petit salon. Le grand avait été vidé de ses œuvres d'art pour payer les frais d'avocat. Henri était absent, parti chercher du travail à 65 ans, tentative pathétique de reconstituer un semblant de fortune. Michel sortit l'enveloppe de son sac. « J'ai quelque chose à te donner. » Camille découvrit un chèque de 200 000 € à son nom. Elle releva des yeux incrédules vers Michel. « Je ne comprends pas. Ton père m'a volé 800 000 €. Mais toi, tu n'y es pour rien. Tu as grandi dans un mensonge sans le savoir. Ce mariage humiliant au château, c'était ma vengeance contre lui, pas contre toi. » Camille fixait le chèque, les mains tremblantes. « Je ne peux pas accepter ça. »« Si, tu peux. Considère ça comme ma dot de réconciliation. » Pour la première fois depuis des mois, Camille pleura. Pas de colère ou de frustration,
mais de soulagement et de gratitude. « Pourquoi tu fais ça ?» Michel regarda par la fenêtre les jardins fanés. « Parce que j'ai compris quelque chose pendant ce procès. Détruire votre famille ne me rendrait pas ma mère. Et toi, tu as toujours été une victime dans cette histoire, comme moi. » Camille essuya ses larmes et serra impulsiveusement Michel dans ses bras. Ce geste simple brisa 20 ans de ressentiment et de malentendus. « Je suis désolée pour le marque-place. J'étais cruelle et stupide. Tu étais en colère. Je comprends maintenant. » Elles parlèrent pendant 2 heures. 2 sœurs qui apprenaient enfin à se connaître sans le poison du passé. Camille raconta la pression constante de son père, ses attentes impossibles, sa propre prison dorée. Michel parla de sa solitude, de sa quête désespérée de reconnaissance. Quand Henri rentra en fin d'après-midi, il trouva ses 2 filles assises côte à côte, parlant comme de vraies sœurs pour la première fois de leur vie. En voyant Michel, il s'arrêta net, visiblement gêné. « Michel, Monsieur Beaumont, dit-elle en se levant. Je pars dans quelques minutes. Mais avant, je voulais vous dire quelque chose. » Henri la regarda avec appréhension. « Ma mère vous a aimé, vraiment aimé. Pendant 20 ans, j'ai pensé que vous étiez un monstre. Maintenant, je vois juste un homme qui a fait de mauvais choix par faiblesse. » Henri baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Je ne mérite pas votre pardon. Je ne vous pardonne pas, mais je ne veux plus passer ma vie à vous haïr. C'est trop épuisant. » Elle se dirigea vers la sortie, puis se retourna une dernière fois. « Prenez soin de Camille. Elle a besoin de son père, pas de vos regrets. » Le soir même, chez Michel, Thomas l'attendait avec un dîner maison, inquiet de son absence de plusieurs heures. « Tu étais où ? Tu ne répondais pas au téléphone. » « Chez les Beaumont. » Thomas faillit renverser son verre de vin. « Quoi ? Pourquoi ?» Michel lui raconta sa visite, le chèque donné à Camille, la réconciliation avec sa demi-sœur. Thomas l'écoutait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu leur as donné 200 000 euros ? Michel, cet argent t'appartenait. » « Non, Thomas. Cet argent appartenait à la colère. Maintenant que la colère est partie, l'argent n'a plus d'importance. » Il s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes. « Tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Je suis fatiguée, Thomas. Fatiguée de me battre, fatiguée d'être en guerre. J'ai envie de construire quelque chose de beau maintenant. » Comme quoi ? Michel sourit, ce sourire lumineux qui avait convaincu Thomas de l'aimer. « Comme un avenir avec toi, si tu veux bien de moi. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Michel dormit sans cauchemar. La guerre était finie. Il était temps d'apprendre la paix. Samedi 14 septembre 2026, 2 ans après le scandale. Le petit château de Bois-Guillaume n'avait rien à voir avec l'ostentation du manoir Beaumont. Cette demeure du XVIIe siècle, rachetée et transformée par Michel, abritait désormais la fondation Marguerite, du nom de sa grand-mère, qui avait tout déclenché sans le savoir. En cette journée de portes ouvertes, des centaines de visiteurs découvraient l'œuvre extraordinaire née de la douleur. Les salles témoignaient de 2 années de bataille acharnée pour aider les enfants non reconnus à obtenir justice. Michel, rayonnante dans sa robe bleu marine, guidait un groupe de journalistes à travers les bureaux où travaillaient 15 avocats spécialisés. « Nous avons traité 800 dossiers en 2 ans. 63% ont abouti à une reconnaissance de paternité. » Un journaliste leva la main. « Et financièrement ? Nous fonctionnons grâce aux dons privés et à une subvention de la région. L'aide juridique est entièrement gratuite. » Dans le hall d'accueil, un mur entier était couvert de lettres de remerciement. Des centaines d'histoires similaires à celles de Michel, mais avec une fin heureuse grâce à la fondation. Thomas observait sa compagne avec une fierté immense. En 2 ans, elle avait transformé sa victoire personnelle en révolution sociale. Son combat individuel était devenu une cause nationale. L'après-midi touchait à sa fin quand une surprise attendait Michel. Camille franchit la porte d'entrée, tenant par la main une fillette de 5 ans aux boucles brunes. « Camille, tu es venue. » Les 2 sœurs s'embrassèrent chaleureusement. Leur relation s'était approfondie au fil des mois, construite sur la vérité enfin révélée. « Je te présente Emma, ma filleule. » Elle voulait voir où travaille la dame qui aide les enfants. Michel s'agenouilla devant la petite fille. « Bonjour Emma. Tu sais pourquoi j'aide les enfants ? Pour qu'ils soient moins tristes ? » « Exactement.
pour qu'ils sachent qu'ils ont de la valeur, peu importe ce que disent les adultes. Emma hocha gravement la tête, comme si elle comprenait parfaitement ces mots essentiels. En fin de journée, quand les derniers visiteurs furent partis, Michel et Thomas se retrouvèrent seuls dans le grand salon de la fondation. Les rayons dorés du soleil couchant illuminèrent les portraits de tous les enfants aidés. « Tu es fier de ce que tu as accompli ?» demanda Thomas. Michel contempla les visages souriants sur les murs. « Oui, mais surtout, je suis en paix. Et nous ? Tu es prête pour la grande aventure ?» Michel sourit en regardant la bague de fiançailles que Thomas lui avait offerte 3 mois plus tôt. Plus que prête. Thomas sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai une surprise pour toi. » Michel découvrit une invitation gravée sur papier ivoire. « Mademoiselle Michel et Monsieur Thomas Mercier ont l'honneur de vous inviter à célébrer leur mariage le 15 octobre 2026 au château de Bois-Guillaume. » Mais ce n'était pas tout. En bas de l'invitation, une ligne manuscrite la fit fondre en larmes. En présence de Camille Beaumont, sœur de la mariée. « Tu as pensé à tout, » murmura-t-elle en se blottissant contre lui. « J'ai même préparé le marque-place de ta table. » Il lui tendit un petit carton doré sur lequel était écrit d'une calligraphie élégante. « Michel, femme libre et aimée. Le jour du mariage. 15 octobre 2026. Sous les voûtes du château transformé en chapelle, Michel avançait vers l'autel au bras de maître le maire, qui avait accepté de lui servir de père pour cette journée. Thomas l'attendait, ému aux larmes. Dans l'assistance, un mélange étonnant. Ancien bénéficiaire de la fondation, journaliste devenu ami, collègue de l'ancien travail de Michel. Et au premier rang, Camille tenait la main d'Henri, vieilli, mais apaisé. Quand Michel et Thomas échangèrent leurs vœux, il n'y eut pas un œil sec dans l'assemblée. Cette union était plus qu'un mariage. C'était la victoire de l'amour sur la haine, de la construction sur la destruction. À la fin de la cérémonie, Michel s'approcha de la table d'honneur et découvrit son marque-place final. Plus jamais elle ne serait définie par les mots cruels des autres. En levant son verre pour le toast, elle regarda l'assistance avec gratitude. « Il y a 3 ans, j'étais une femme brisée par 20 ans d'humiliation. Aujourd'hui, je suis entourée d'amour et j'aide d'autres à retrouver leur dignité. Ma mère avait raison. Personne ne peut nous enlever notre dignité. On ne peut que la donner. » Le tonnerre d'applaudissements qui suivit résonna dans tout le château. Cette nuit-là, en dansant avec Thomas sous les étoiles, Michel réalisa que le véritable héritage de sa grand-mère Marguerite n'était pas l'argent volé puis récupéré. C'était cette force intérieure qui permet de transformer la souffrance en espoir pour les autres. L'histoire avait commencé par un marque-place humiliant. Elle se terminait par une femme qui avait choisi l'amour plutôt que la haine et changé le monde un enfant à la fois.